Questions qu'on pose, le podcast. Alors, bienvenue dans mon tout nouveau podcast. Ça fait des semaines que je suis sur ce projet et on m'a beaucoup demandé de quoi ça allait parler. Et je crois qu'à chaque fois, j'ai répondu un truc différent. Ça va parler de sciences naturelles, ça va parler de la vie et ça va parler de tout ce qui m'intéresse en général et de ce qui m'occupe pendant mes insomnies. Ça va parler des questions qu'on pose et qui composent. Et je vous ai préparé un énorme dossier sur les intoxications fongiques et pour le coup, j'ai même fait un jingle. Les intoxications fongiques. Donc la question à laquelle on va essayer de répondre, et vous verrez qu'elle en soulève beaucoup d'autres, c'est comment s'intoxiquer avec des champignons. Alors d'abord, les champignons, qu'est-ce que c'est? Les champignons, ils appartiennent au règne des fongies. C'est un des 7 grands règnes d'êtres vivants qui existent. Peut-être qu'à l'école, on vous a appris qu'il existait plusieurs grands règnes d'êtres vivants. D'après les connaissances actuelles, en tout cas, il en existe 7, et 4 d'entre eux ne vont pas vous dire grand-chose parce qu'il s'agit de règnes principalement microscopiques. Ce sont les bactéries, les archées, les chromystes et les protozoaires. Les 3 règnes restants nous parlent davantage. Ce sont les animaux, dont nous faisons partie, les plantes, et enfin les fongies, le règne des champignons. Mais la vie des champignons n'est visible qu'en petite partie. D'abord parce qu'au sein du règne des fongies, on trouve des êtres unicellulaires, comme les levures, mais aussi parce que les champignons que nous connaissons, ceux que nous rencontrons en forêt et ceux que nous mangeons, ont un cycle de vie qui demeure en grande partie caché. Vous le savez peut-être, mais ce qu'on appelle généralement un champignon, dans le langage courant, comme un cèpe ou une girole, c'est un sporophore ou un carpophore, c'est-à-dire la partie visible du champignon qui apparaît lors de sa phase de reproduction. Mais la plus grande partie de la vie du champignon se déroule dans le sol, sous nos pieds, sous forme de filaments plus ou moins microscopiques, les hyphes, qui forment un réseau que l'on appelle le mycélium. Alors que les sporophores apparaissent à certaines saisons et ne vivent généralement que quelques jours à quelques semaines, le mycélium, lui, continue sa vie souterraine tout au long de l'année et il est très important, notamment parce qu'il forme avec les racines des plantes une association symbiotique, la mycorhize. Ainsi, sans mycélium, les forêts que nous connaissons sur Terre n'existeraient pas. On a décrit plus de 120 000 espèces de champignons, mais leur nombre réel est très difficile à estimer. Certains mycologues vont jusqu'à avancer le chiffre de 10 millions d'espèces. Mais ces champignons ne produisent pas tous des sporophores visibles, et quand ils le font, leurs sporophores ne sont pas toujours constitués d'un pied et d'un chapeau, comme ce qui nous est le plus familier. Mais je ne veux pas vous perdre avec trop de détails, parce que ce dont je voulais parler, c'est les intoxications fongiques. Je vous dirais juste que la plupart des champignons que nous mangeons, que nous cueillons ou que nous saurions tenter de cueillir sont des basidiomycètes, et qu'il en existe plusieurs milliers d'espèces. Chaque année en France, environ 1400 personnes s'intoxiquent avec des champignons. C'est une moyenne que j'ai calculée pour les années 2016 à 2023. Ça représente environ 2% des cas d'empoisonnement rapportés au centre antipoison. C'est relativement peu. C'est moins que les plantes, 5%, moins que le paracétamol, 10%, et beaucoup moins que les médicaments en général, qui représentent à eux seuls 65,8% des appels au centre antipoison. Mais c'est quand même un chiffre qui n'est pas négligeable de pourcent, parce que même si généralement les conséquences d'une intoxication aux champignons sont bénignes, ce n'est pas toujours le cas. Comment s'empoisonne-t-on avec des champignons? Pour essayer de répondre à cette question, j'ai décortiqué plusieurs rapports de l'ANSES qui résument les données obtenues par les centres antipoison pour les années 2021, 2022 et 2023. L'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Mais avant d'en venir à cette question, je vais vous faire un aparté sur les syndromes d'intoxication fongique. Ça nous permettra de mieux comprendre exactement de quoi on parle. Les intoxications fongiques. Traditionnellement, on distingue 2 grandes catégories de syndromes, les syndromes à latence courte et les syndromes à latence longue. On a coutume de dire, et c'est plutôt vrai en général, que les syndromes à latence courte sont généralement les plus bénins. Ils surviennent quelques minutes à quelques heures après le repas de champignons et sont généralement d'ordre digestif. Ce sont les syndromes à latence longue qui sont les plus embêtants. Le syndrome grave le plus répandu entre tous, c'est le syndrome phalloïdien.
qui est appelée comme ça parce qu'on l'a d'abord attribuée à l'Amanite phalloïde. L'Amanite phalloïde, c'est un petit champignon à lame, aux pieds blancs et au chapeau verdâtre, qui tient son nom du fait qu'il ressemble à un petit phallus à un moment particulier de sa croissance. Mais d'une manière générale, c'est un champignon qui a une apparence très banale. Il contient plusieurs amatoxines, dont l'alpha-amanitine qui est principalement responsable du syndrome phalloïdien. Mais pas mal d'autres champignons peuvent provoquer ce syndrome, et pas seulement les amanites. C'est un syndrome d'intoxication très grave qui apparaît en général 6 à 24 heures après l'ingestion des champignons et qui se caractérise principalement par des symptômes digestifs mais très violents. Des douleurs abdominales sévères, des diarrhées cholériformes, c'est-à-dire qui évoquent le choléra, des vomissements violents, etc. Il peut y avoir une phase de rémission lors du 2e jour, mais c'est au 3e ou au 4e jour que vont survenir les symptômes de l'atteinte hépatique. Car ce qui est particulièrement dangereux avec ces toxines fongiques, les amatoxines, c'est qu'elles s'attaquent au foie. Si l'atteinte est grave, on peut avoir besoin d'une greffe de foie. Mais hélas, ce n'est pas toujours possible, et pas seulement faute de donneurs, il arrive aussi malheureusement que la dégradation du malade soit trop rapide pour envisager la greffe. Aujourd'hui en France, avec les soins qu'on connaît, les malades en réchappent à 90%, mais ça laisse tout de même 10% de mortalité. Les chances de survie vont dépendre de l'âge, de la quantité de champignons mangés, ainsi que de la sensibilité propre à chaque individu. Mais attention, dans le cas des enfants, la mortalité passe à 20%, ce qui est énorme. Quel champignon provoque le syndrome phalloïdien? D'abord, il y a l'amanite phalloïde, comme on l'a vu, mais aussi ses deux cousines, l'amanite printanière et l'amanite vireuse. Donc ça, c'est pour le territoire français parce que à l'étranger, il existe d'autres types d'amanites dans d'autres pays, notamment en Amérique du Nord, qui contiennent aussi des amatoxines. L'amanite printanière et l'amanite vireuse, ce sont deux champignons tout blancs, alors que l'amanite phalloïde a un chapeau jaunâtre ou verdâtre, mais il existe aussi des formes albinos de l'amanite phalloïde. Vous pouvez aller voir mes dessins sur mon compte Instagram, mais en tout cas, ce sont des champignons d'une apparence très banale. Si je vous demande de dessiner un champignon sans préciser lequel, vous allez probablement faire quelque chose qui ressemble à une amanite. Il existe des amanites comestibles, comme le rouge des Césars. Mais je vous assure que, en tout cas, rien n'a l'air plus innocent et doux qu'une amanite printanière, et pourtant elle est mortelle. En plus des amanites, il y a d'autres genres de champignons qui peuvent provoquer le syndrome phalloïdien, la Gaillarbarginée et plusieurs espèces de lépiotes. Le deuxième syndrome grave le plus fréquent, c'est le syndrome aurélanien. Il est dû à l'aurélanine, qui est une molécule qu'on trouve dans certains cortinaires, principalement le cortinaire couleur de Roku et le cortinaire très joli. À ce sujet, je vais faire un petit aparté sur les noms des champignons. Je trouve que le monde des champignons, on va le voir, est très complexe. Et avec les noms, on ne s'aide pas vraiment. Je vous ai fait une petite liste. Le lactaire très mauvais, comestible. On l'appelle aussi le lactaire détestable. Il paraît qu'il est moins bon que le lactaire délicieux, mais bon. Le clitocybe à bonne odeur, toxique. Bon, dans ce cas du clitocybe à bonne odeur, c'est son odeur de fleur d'oranger qui permet de l'identifier. L'armière couleur de miel, toxique. Cortinaire très joli, toxique mortel. Amanite printanière, toxique mortel. La fistuline hépatique. On dirait le nom d'une horrible maladie du foie, mais non, c'est un champignon comestible qu'on appelle aussi langue de bœuf. Le satyre puant, comestible. Alors le satyre puant, il porte bien son nom, ça ressemble à la pire dick pic que tu recevras jamais dans ta vie, et en plus, il pue exprès pour attirer les mouches, ce qui marche très bien, ce qui fait qu'il y a toujours plein de mouches collées à cette espèce de gland ignoble qui lui sert de chapeau. Je sais pas comment on peut manger ça, mais en tout cas, c'est comestible. La trompette de la mort est comestible. Le lépiste sordide est comestible. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Gyromitra esculenta, le gyromitre comestible, est toxique. Elle fait partie des champignons traîtres dont je vous reparlerai plus tard. Revenons à nos vilains cortinaires. L'aurélanine, c'est une toxine qui s'attaque aux reins. Donc, c'est un syndrome à latence très longue qui peut survenir de 12 heures à 14 jours après l'ingestion des champignons. Il peut y avoir au début des symptômes gastriques, mais ces symptômes peuvent aussi passer inaperçus. Il y a moins de champignons qui provoquent ce syndrome par rapport au syndrome phalloïdien, donc il est moins fréquent, mais il est tout aussi grave. Il y a un peu moins de mortalité, je n'ai pas réussi à trouver de chiffre exact, mais en tout cas c'est moins de 10%. Mais par contre, c'est un syndrome qui est assez grave parce qu'il peut y avoir besoin de dialyse répétée et que certains malades peuvent garder une insuffisance rénale à vie.
Parmi les syndromes à latence longue, il y a aussi le syndrome gyromitrien, qui est intéressant parce que c'est celui qu'on peut attraper en consommant la gyromitre comestible. D'après ce que j'ai compris, on meurt rarement du syndrome gyromitrien, mais il est tout de même assez grave puisque la toxine s'attaque au foie et qu'on peut avoir des atteintes neurologiques. Mais je ne vais pas m'étendre dessus parce que j'ai l'impression qu'il est plutôt rare. Il n'est pas du tout évoqué dans les rapports de l'ANSES. Les cas graves d'intoxication sont principalement des syndromes phalloïdiens et quelques syndromes aurélaniens. Parmi les syndromes à incubation courte, je ne vais pas tous les lister parce qu'il y en a beaucoup. Dans le rapport de l'ANSES, il n'y a que 2 syndromes à latence courte qui sont évoqués, le syndrome panthérinien et le syndrome sudorien. Le syndrome panthérinien doit son nom à l'amanite panthère. C'est une jolie amanite au chapeau tacheté. Il débute 30 minutes à 3 heures après l'ingestion. Il peut provoquer des hallucinations et des délires, comme le syndrome psilocybien, donc apparemment, certaines personnes le rechercheraient volontairement, mais si c'est le cas, je suppose qu'ils n'appellent pas le centre antipoison ensuite. De fait, la grande majorité des cas signalés au centre antipoison sont accidentels et du coup, ça ne doit vraiment pas être rigolo. Ça peut même être assez grave dans certains cas, en cas d'ingestion massive et ou sur des personnes fragiles. En tout cas, généralement, les symptômes vont disparaître spontanément dans les 8 à 12 heures. Le syndrome sudorien est aussi appelé syndrome muscarinien, puisque l'amanite tue-mouche, Amanita muscaria, contient de la muscarine. Mais elle en contient en fait très peu comparé à d'autres champignons comme certains clitocibes. L'intoxication peut survenir seulement quelques minutes après le repas. Elle se présente par une transpiration très abondante, mais il peut aussi y avoir des troubles cardiovasculaires et dans les cas les plus graves, des personnes fragiles du cœur peuvent arriver en réanimation. Néanmoins, la plupart du temps, c'est sans gravité. Il y a beaucoup de champignons qui contiennent de la muscarine, et donc c'est un syndrome assez répandu, qui représente à lui seul 25 à 30% de toutes les intoxications fongiques. Mais l'intoxication fongique la plus répandue entre toutes, c'est le syndrome résinoïdien. Et je pense que si le rapport de l'ANSES n'en parle pas toujours, c'est peut-être parce que c'est quelque chose d'un peu vague. Ça ressemble à une grosse gastro avec diarrhée, vomissement, et ça peut être provoqué par énormément de champignons différents. Et ce n'est pas un syndrome qui est relié à une toxine en particulier. En fait, on le verra, on peut même l'attraper avec des champignons comestibles. Donc prudence. Il y a des règles à suivre quand on mange des champignons et j'y reviendrai plus tard. Alors, comment reconnaît-on une intoxication fongique? Les données sur les symptômes observés lors d'une intoxication aux champignons sont indiquées dans plusieurs rapports de l'ANSES d'une année sur l'autre et sont relativement similaires. Il y a une écrasante majorité de troubles digestifs. Par exemple, en 2022, 93% des intoxiqués et 94% en 2021 ont souffert de troubles digestifs. Et les autres catégories de troubles sont loin derrière, mais c'est bien de les connaître aussi. La deuxième catégorie de troubles la plus fréquente, ce sont les atteintes neurologiques, qui concernent par exemple 15% des intoxiqués pour l'année 2022. Je ne donne pas le détail des chiffres pour chaque année parce qu'il n'y a pas de grande différence. Il s'agit de céphalées, de vertiges, mais aussi il peut y avoir des hallucinations. Ensuite, on trouve la fatigue, un état de faiblesse ou de malaise général, pour à peu près 10 à 15% des intoxications. La quatrième catégorie de troubles observés qui concernent environ une personne sur 10, ce sont les troubles cutanés. Certaines toxines fongiques peuvent provoquer des prurites, par exemple, mais alors un prurite, c'est pour ceux qui ne maîtrisent pas le jargon, c'est quand on se gratte beaucoup. Mais donc c'est aussi le syndrome sudorien, comme on l'a vu, qui fait beaucoup transpirer, et donc ça peut provoquer des irritations de la peau. Enfin, il y a d'autres catégories de troubles qui sont assez mineurs, mais qui sont cités ici et là, comme des troubles cardiovasculaires, endocriniens, respiratoires, etc. Donc pour résumer, les intoxications fongiques, c'est principalement des syndromes digestifs, un peu de syndrome neurologique, et il peut y avoir aussi un état de faiblesse caractérisé, et parfois des troubles cutanés. Question. Question, les intoxications fongiques, est-ce que c'est grave? En 2021, il y a eu 1340 intoxications fongiques rapportées au centre antipoison, dont 41 cas graves, et 4 personnes sont décédées. En 2022, le nombre d'intoxications était particulièrement important puisque c'est 1923 personnes qui ont été intoxiquées, mais le nombre de cas graves était à peu près similaire aux autres années, 37 cas graves et 2 décès.
En 2023, sur 1482 intoxications survenues lors de 988 repas, car environ 40% des intoxications fongiques ont été collectives, 23 ont été considérées comme graves, et il n'y a pas eu de décès cette année-là. Doit-on y voir un progrès au niveau de la prévention? On peut l'espérer, car chaque année en France, 1 à 5 personnes décèdent suite à une intoxication fongique, la moyenne depuis 2010 étant d'environ 2,5. Est-ce que c'est peu? Est-ce que c'est beaucoup? C'est à vous de juger. En tout cas, quand on mange des champignons, le risque mortel existe, et le risque de séquelles permanentes existe aussi. Par exemple, ça a été le cas pour 3 des 37 cas graves de l'année 2022. Qui s'empoisonne avec des champignons? Les intoxications concernent des personnes de tous les âges, y compris des enfants, mais principalement quand même des adultes. L'âge moyen et l'âge médian tournent autour de 47 ans. De 2021 à 2023, les personnes intoxiquées avaient de 3 mois à 96 ans. Les enfants sont minoritaires, par exemple ils représentent 4% des intoxications liées à un repas en 2022, mais certains rapports de l'ANSES insistent sur le fait qu'il ne faut pas proposer de champignons sauvages aux jeunes enfants. Parce que même si les champignons peuvent être délicieux, les risques concernant les enfants sont plus élevés. Parmi les 37 cas graves de l'année 2022, un enfant de 11 mois a nécessité une réanimation, et en 2021, un enfant de 21 mois a dû bénéficier d'une greffe de foie. Où et quand s'intoxique-t-on avec des champignons? D'après les 3 rapports de l'ANSES que j'ai décryptés, c'est au mois d'octobre que les intoxications aux champignons sont généralement les plus fréquentes. Ainsi, si les champignons ne sont responsables que de 2% des intoxications rapportées au centre antipoison en France, il faut relativiser ce chiffre plutôt bas en rappelant que ces cas d'intoxication sont très concentrés sur certaines périodes de l'année, surtout pendant le mois d'octobre et un peu en septembre et novembre. D'une manière générale, il n'y a pas beaucoup de mystère, on s'intoxique dans les lieux et aux périodes où on trouve des champignons. Et comme on le verra, ce sont évidemment les cueillettes sauvages qui sont les plus dangereuses. Après cette introduction sur les intoxications fongiques, on va revenir à notre question. Comment on s'intoxique avec des champignons? On le verra, il y a beaucoup de manières de s'empoisonner avec des champignons, mais toutes ne sont pas aussi fréquentes statistiquement. Ainsi, par exemple, il arrive qu'un enfant ou qu'une personne ayant des troubles mentaux échappe à la surveillance des adultes lors d'une sortie ou dans un jardin et ingère des champignons inconnus. C'est arrivé à 40 enfants de moins de 10 ans et à 21 adultes porteurs de troubles mentaux en 2022. Donc, ça représentait cette année-là 3% des intoxications. La proportion de ce type d'intoxication était de 5% en 2021 et de 3% de nouveau en 2023. Donc on peut en déduire que dans la grande majorité des cas, les gens s'intoxiquent lors des repas. En tout cas si on reste sur les intoxications involontaires bien sûr. Mais il semble que ce que je viens de dire ne soit valable que pour la France. Car en faisant mes recherches, je me suis aperçu que la situation semble tout autre au Québec et il y a là un mystère supplémentaire. D'après un article du Bulletin d'information toxicologique de juillet 2010, les centres antipoison du Québec reçoivent 400 à 500 appels chaque année concernant des intoxications fongiques, ce qui est beaucoup pour 8,6 millions d'habitants. Je rappelle qu'en France, le nombre d'appels varie autour de 1400 pour 68 millions de Français. Et toujours selon cet article, il se trouve que le pourcentage d'appels qui concernent non pas un repas forestier, mais un enfant ayant échappé à la surveillance pour ingérer des champignons qu'il a trouvés, et je suppose que ça englobe aussi les adultes en situation de handicap, ce pourcentage donc ne concerne pas, comme en France, 3 ou 5% des appels au centre antipoison pour des intoxications fongiques, mais davantage. Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 30%? Eh bien non, c'est 64% des appels au centre antipoison du Québec qui concerneraient des enfants ayant ingéré des champignons mystères pour l'année 2007. Et ce chiffre m'a beaucoup fait cogiter. Comment ça 64% au lieu de 3 ou 5%? C'est vraiment beaucoup plus élevé. Mais alors une autre question s'impose, c'est qu'est-ce que ces chiffres signifient vraiment? Le nombre d'appels au centre antipoison n'est pas le même, le nombre d'habitants n'est pas le même, donc concrètement ça veut dire quoi? Ben donc amusons-nous, hein, j'adore les maths, et vous inquiétez pas, ce sera rien de très compliqué. 400 à 500 appels au centre antipoison du Québec, disons 450 pour simplifier, dont 36% concernent une intoxication suite à un repas de champignons. Si je ramène ça à une population de 6,8 millions de personnes, j'obtiens ce chiffre.
Ce type d'intoxication, les intoxications fongiques en général, arriverait à 19 Québécois sur 1 million. Si je fais la même chose pour la France, j'obtiens 20 pour 1 million. Bon, 20-19, on va dire que c'est pareil vu que mes chiffres sont approximatifs. Voilà ce qu'on peut en conclure. Chaque année, environ 20 000 personnes sur 1 million appellent le centre antipoison pour s'être intoxiquées suite à un repas de champignons, aussi bien en France qu'au Québec. Pour ce qui est des enfants, en faisant le même calcul, voilà ce que j'obtiens. En France, le nombre d'enfants qui s'intoxiquent avec des champignons mystères est d'environ 0,6 pour 1 million d'habitants. Je fais le même calcul pour le Québec, avec les chiffres de l'article de 2007, et là je trouve 35,5 enfants québécois pour 1 million d'habitants qui s'intoxiqueraient avec des champignons. C'est énorme, c'est presque 60 fois plus que les enfants français. Donc j'ai une question, pourquoi? Et cette question, je l'ai posée par mail au Centre antipoison du Québec, en détaillant mes chiffres, tout en essayant de ne pas être trop longue et de ne pas tourner ma question de façon veuillez m'expliquer pourquoi tous vos enfants mettent toutes sortes de champignons dans leur bouche. Et ils m'ont répondu assez rapidement, mais malheureusement, ils n'ont pas pu me fournir d'explications précises sur le phénomène. En tout cas, ils ne m'ont pas indiqué que mes chiffres étaient faux ou que je m'étais trompée dans mes calculs. Ils m'ont par contre fait remarquer que l'article québécois que je citais datait tout de même de 2007, et c'est vrai que c'est plus ancien que mes sources françaises. Mais je ne pense pas que cette différence de date puisse expliquer un gap aussi énorme dans les chiffres. Il m'a envoyé un article plus récent sur les intoxications fongiques au Québec. Même si cet article ne répond pas à ma question, j'ai appris plusieurs choses intéressantes. D'abord, le Centre antipoison du Québec ne fournit pas de chiffres détaillés sur les intoxications fongiques, contrairement au Centre antipoison français, et ce pour une raison qui m'étonne. Je cite, l'organisme de santé mentionne quelques cas graves mais refuse de donner plus de détails, notamment de préciser leur nombre pour des raisons éthiques de crainte qu'on puisse identifier les victimes. Alors non seulement cet article ne jette aucune lumière sur le mystère des enfants québécois mangeurs de champignons, mais il soulève encore d'autres questions auxquelles je n'avais pas pensé. Comment expliquer cette différence de traitement des données entre les deux pays? Certes, il n'y a que 8,6 millions de Québécois, mais comment est-ce qu'on pourrait identifier les victimes d'intoxication fongique? Pourquoi on voudrait le faire? Et quelles conséquences ça pourrait avoir? Je n'avais même pas pensé que ça pouvait être possible. Mais contrairement au mystère des enfants québécois mangeurs de champignons, ce fait peut s'expliquer par les différences culturelles entre les deux pays. C'est possible qu'au Québec, on soit tout simplement plus soucieux du respect de la vie privée des gens. En dépit de cette précaution, l'article, qui date de 2023, apporte tout de même quelques données intéressantes sur les intoxications fongiques au Québec. Les intoxications fongiques concernent 1% des appels au centre antipoison québécois, contre 2% pour la France, donc c'est assez similaire. Il y en a eu 526 en 2021 et 450 en 2022, ce qui concorde à peu près avec les chiffres que j'avais. Comme chez nous, les cas graves sont attribuables aux amanites blanches, aux lépiotes et aux galerines, des champignons qui provoquent le syndrome phalloïdien, même si les espèces ne sont pas exactement les mêmes qu'on trouve en France. Et ce qui m'a davantage surprise, c'est que, comme dans le sud de la France, au Québec, on peut confondre un clitocybe lumineux avec une girole, ce qui est peu souhaitable, mais j'y reviendrai dans le chapitre sur les confusions. Malheureusement, cet article, tout intéressant qu'il soit, met surtout en garde les adultes contre des confusions possibles entre espèces comestibles et toxiques, et insiste sur la nécessité de bien identifier les champignons sauvages avant de les consommer. Donc, il n'aborde pas le sujet des enfants imprudents, pas plus qu'il n'alerte les parents ou les professionnels de l'enfance au sujet d'un potentiel danger que courraient par exemple les enfants de certaines zones rurales boisées qui auraient facilement accès à des champignons. Donc, le mystère reste entier. Par acquis de conscience, j'ai même comparé les pyramides des âges au Québec et en France, pour vérifier si, par hasard, les Québécois auraient beaucoup plus d'enfants que nous, et je n'ai pas trouvé de différence énorme. Et comme je ne connais pas du tout le Québec, j'en reste là de mes interrogations. Je me prends à espérer que des Québécois écouteront un jour mon podcast et pourront m'aider à éclaircir ce mystère. Mais je suis loin d'en avoir fini, parce qu'il reste maintenant beaucoup d'autres façons de s'empoisonner avec des champignons dont je ne vous ai pas parlé. Les intoxications fongiques. Champignons non identifiés, danger. Pour le moment, on va laisser de côté le mystère des enfants québécois. En France, on s'intoxique donc plus volontiers lors des repas avec une baguette et une bonne bouteille de rouge. On l'a vu, ce type d'intoxication, lors des repas, concerne 95 à 97% des appels au centre antipoison. Alors, comment est-ce que ça arrive?
Comme j'ai dit précédemment, il existe plusieurs milliers d'espèces de champignons qui produisent des sporophores. Il y a plus de 5000 espèces de champignons supérieurs, dont 200 à 300 sont comestibles et 50 à 100 sont toxiques pour l'être humain. De plus, les champignons peuvent varier en forme et en couleur, donc il est facile de se tromper. On reviendra évidemment sur les confusions entre les espèces toxiques et les espèces comestibles, mais on va voir aussi que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a bien d'autres moyens de s'intoxiquer. Pour vous intoxiquer avec des champignons, si vous êtes un adulte en pleine jouissance de votre santé mentale, vous pourriez aussi faire comme un enfant québécois, manger n'importe quoi. Car oui, les intoxications qui font suite à un repas de champignons concernent aussi des adultes dits sains d'esprit, des gens comme vous et moi, qui se promènent de façon non supervisée, qui payent des factures et qui votent, mais qui mangent n'importe quoi. La seule vraie différence, c'est qu'ils ne se contentent pas de manger un champignon qu'ils ont vu. Ils le ramassent, ils le cuisinent, ils le mettent dans une assiette et ils le mangent. Donc, même si concrètement la différence avec les enfants québécois est subtile, des intoxiqués rentrent aussi dans les statistiques concernant les intoxications faisant suite à un repas de champignons, et pourtant ils ont mangé n'importe quoi. Je suis sûre d'une chose, il existe des adultes qui cuisinent et mangent des champignons sans les avoir identifiés. Et je crois même que ça arrive plus souvent qu'on pourrait le penser. Mais quant à savoir dans quelle proportion ils le font, sans parler de pourquoi, qui sont ces gens, quels sont leurs réseaux, là franchement je dois dire que tout ça reste assez mystérieux. Déjà, tout en restant sur les intoxications suite à un repas de champignons, posons-nous cette question. Quelle proportion de personnes ingèrent des champignons sans les avoir identifiés? La réponse rapide, c'est on ne sait pas. Car si les rapports de l'ANSES prennent soin de préciser quelle espèce de champignons les personnes intoxiquées pensaient avoir cueilli, l'information manque parfois. Ainsi, pour 2022, on sait quelle espèce le cueilleur pensait avoir ramassé pour 77,5% des intoxications. Et pour 2023, on a cette information pour 93,6% des intoxications. Et d'ailleurs, pour 2021, je n'ai rien trouvé. Donc, il est possible que les questionnaires de l'ANSES pour la surveillance des intoxications fongiques soient mieux remplis au fil des années, ce qui permet d'avoir davantage d'informations. Ce qui signifierait que pour les 22,5% d'intoxications en 2022 dans laquelle l'espèce recherchée n'est pas renseignée, on ne peut pas en conclure qu'il n'y avait pas d'espèce recherchée, l'information est juste manquante. Et pourtant, je suis absolument sûre que pour certaines de ces intoxications, il n'y avait pas d'espèce recherchée. Autrement dit que des gens ont juste mangé des champignons non identifiés. Qu'est-ce qui me fait penser ça? Deux choses. D'abord, le tableau des 37 cas graves d'intoxication pour l'année 2022, qui est assez détaillé, indique pour chaque cas l'espèce recherchée et l'espèce réellement consommée, quand les données sont disponibles. Pour 9 de ces cas, la case espèce recherchée indique ne sait pas, ce qui semble signifier que l'information est manquante. Mais ça ne veut pas forcément dire que la personne n'avait aucune idée de ce qu'elle avait mangé. Pourtant, dans un cas, par exemple, à la case espèce recherchée, il est indiqué champignon blanc. Si on a pu préciser que la personne malade avait consommé des champignons blancs, c'est bien qu'on ne savait pas de quelle espèce il s'agissait et que la personne elle-même ne le savait pas. Vous allez me dire peut-être que la personne a été trop malade pour indiquer ce qu'elle avait cueilli et qu'une tierce personne a pu remarquer qu'elle avait consommé des champignons blancs, mais je n'y crois pas trop. Parce que les intoxications fongiques, soit on en guérit, soit on en meurt lentement, et on a largement le temps de dire ce qu'on croyait avoir mangé. Et si on dit j'ai mangé des champignons blancs, c'est qu'on n'a aucune idée de l'espèce qu'on a consommée. Et d'ailleurs, le mangeur de champignons blancs a guéri sans séquelles, mais parmi ces champignons, il y avait des amanites phalloïdes. Même raisonnement pour un cas grave d'intoxication de la même année dans lequel il est précisé que la personne avait mangé des champignons à lamelles. Parmi sa cueillette, on a identifié des amanites panthères, ce qui certes est un champignon à lamelles, à lame plutôt, je crois qu'on dit, mais cette personne a souffert d'un syndrome phalloïdien, ce que ne donne pas l'amanite panthère, puisqu'elle est responsable du syndrome panthérinien qui porte son nom. Donc il est probable que cette personne ait consommé un mélange de plusieurs espèces et elle est donc chanceuse d'avoir également survécu sans séquelles. Ce n'est pas le cas d'une autre personne intoxiquée, encore la même année, par un curieux mélange, puisqu'il est indiqué. Il n'est indiqué ni d'où venaient les champignons, ni ce que la personne croyait avoir mangé. Mais par contre, suite à l'intoxication, on a identifié dans sa cueillette une amanite printanière. Peut-être que des informations manquent parce que le questionnaire n'a pas été rempli correctement, mais le fait que cette personne ait souffert à la fois d'un syndrome phalloïdien et d'un syndrome aurélanien laisse à penser qu'elle a consommé un mélange mortel de plusieurs espèces, et donc on peut supposer une très grande méconnaissance des risques liés
aux intoxications fongiques. Et cette méconnaissance a eu de lourdes conséquences pour ce patient qui en gardera des séquelles permanentes. Pour l'année 2023, le tableau des intoxications graves, il y en a eu 23 cette année-là, est encore plus précis. Pour 2 de ces cas, l'espèce recherchée est manquante. Mais pour 4 autres, il est indiqué clairement qu'il n'y avait pas d'espèce recherchée. Pour ces 4 cas d'intoxication grave, à la case espèce recherchée, il est indiqué champignon, pas d'espèce en particulier. Pour ces 4 cas, l'espèce consommée est connue. 3 d'entre eux ont souffert d'un syndrome phalloïdien après avoir consommé des amanites phalloïdes. Et le 4e a eu un syndrome aurélanien, il avait consommé des cortinaires très jolis. Et si tous ont survécu, la victime du cortinaire a eu des séquelles permanentes, sans doute liées à l'atteinte de ses fonctions rénales. Puisque le tableau des intoxications 2023 est aussi précis, on peut en déduire qu'au moins 4, sinon 6 de ces 23 cas graves concernent des repas de champignons pas identifiés du tout. Pour les 19 autres cas graves, comme pour 24 des 37 cas graves de l'année 2022, l'espèce de champignon recherché est indiquée. Donc, on peut se poser la question suivante. Pourquoi des gens consomment des champignons non identifiés? Bien sûr, vous allez me dire, ils sont mal renseignés, c'est évident. Ils ne connaissent pas le risque, ils ne sont pas conscients des risques, mais pour y avoir réfléchi, je pense qu'on peut évoquer quelques croyances fausses au sujet des champignons, qui peuvent circuler et qui peuvent pousser les gens à manquer de prudence comme ça. Les gens peuvent croire, tout simplement, qu'un champignon vénéneux a forcément l'air vénéneux, qu'il prévient de sa toxicité, par exemple, grâce à des couleurs chatoyantes, comme pourraient le faire les dendrobates d'Amérique du Sud. Et bien sûr, on l'a vu, c'est faux. Les champignons vénéneux ont l'air tout à fait ordinaires. Les gens peuvent croire aussi que les toxines des champignons sont détruites par la chaleur d'une bonne cuisson. C'est vrai pour certains champignons comme les morilles, mais pas pour les amatoxines, ni l'aurénaline, ni de nombreuses autres toxines fongiques qui ne sont pas du tout détruites par la chaleur. Les gens peuvent s'imaginer aussi que les champignons toxiques ont mauvais goût. C'est encore faux. Ce n'est pas une croyance complètement idiote, parce que, par exemple, les glands des chênes sont amers à cause des tanins, et si on les débarrasse des tanins grâce à des lavages successifs, ils vont perdre leur amertume et leur toxicité. Mais il n'en est pas de même pour les champignons. Comme j'ai lu sur Wikipédia un soir d'insomnie, c'est une des choses qui m'a donné envie de faire de ce podcast, et j'ai vérifié par la suite parce que cette information m'a fascinée. Je cite, « Le goût de l'amanite phalloïde est plaisant et agréable. C'est un très bon champignon, l'amanite phalloïde. En revanche, le bolet amer est considéré comme non comestible à cause de son mauvais goût. C'est pour ça qu'on l'appelle le bolet amer. Mais en revanche, il n'est pas toxique. Les champignons ne préviennent pas. Et pire, les champignons les plus vénéneux ne vous tueront pas tout de suite. Les champignons sont fourbes. Une autre croyance serait que certains traitements, autres que la chaleur, détruiraient les toxines des champignons, comme c'est le cas pour les lavages par exemple qui débarrassent les glands des tanins. Malheureusement, la plupart du temps c'est faux. Un champignon peut être lavé, séché, relavé, congelé, cuit, resséché, conservé dans du vinaigre, etc. et rester pour autant toxique et même mortel. Il existe beaucoup de toxines fongiques qui vont résister à tous ces traitements, au froid, à la chaleur, à la dessiccation, au lavage, etc. Et enfin, dernière croyance à éliminer, un champignon toxique pour l'être humain ne l'est pas pour tous les animaux et inversement. Ainsi, des gens pourraient croire qu'un champignon consommé en partie par des limaces par exemple ou par d'autres animaux serait comestible. C'est d'ailleurs pourquoi ce n'est pas forcément une bonne chose de détruire les champignons non comestibles ou toxiques. Ils peuvent être consommés par d'autres espèces et ils peuvent avoir une utilité dans la nature. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'un animal mange un champignon que vous devez faire pareil. Bon, je pense avoir fait le tour du sujet des gens qui mangent des champignons non identifiés et finalement, il y avait beaucoup de choses à dire et maintenant, on va voir comment s'intoxiquer avec des champignons comestibles. Mais on arrive déjà à la fin et donc ce sera pour la prochaine fois. Alors, mes sources pour ce podcast. Bon, tout d'abord la musique. La musique du podcast est Clone Me Twice de Darkwood, un groupe allemand néo-folk. Et je tenais à les remercier particulièrement parce que je l'ai trouvé parfaite pour mon podcast. Et la musique du jingle est Running de John East.
Mes sources sont, pour ce qui est des articles, les 3 rapports d'études de toxicovigilance de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail émis en 2022, 2023 et 2024. Nouvelle classification des intoxications fongiques de White et collaborateurs paru en 2019 dans Toxicon, je sais pas comment ça se prononce. Mushroom Poisoning de Wenning et collaborateurs paru en octobre 2016 dans la revue Dutch Arzeblatt International, désolé pour la prononciation, c'est une revue allemande apparemment. Syndrome phalloïdien mis au point par Carré et collaborateurs, revue de médecine interne novembre 2023. Intoxication par les champignons, syndrome à latence longue de Savuc et Moreau dans Pathologie professionnelle et de l'environnement en juillet 2012. Les intoxications par les champignons sauvages par Sylvie Lantaigne, paru en 2010 dans le Bulletin d'information toxicologique. Intoxication par les champignons de Truab, Carion et Savuc, revue médicale suisse de 2013. Et pour ce qui est des livres, Le guide des champignons de France et d'Europe de Guillaume Essartier et Pierre Roux, 5e édition, et Les 50 règles d'or du cueilleur de champignons de Guillaume Essartier.